monde? Ça va bien? Bon, super. Cette présentation-ci est dans un format relax. Il n'y a pas de diapo. Je vais faire l'heure, normalement, à la tablette graphique. J'ai décidé de faire cette présentation-là, de la soumettre cette année, parce que les concepts qu'on va voir aujourd'hui, c'est quelque chose de récurrent. À chaque fois que je fais une présentation, tu sais, d'habitude, je présente souvent la JATOR, une plus théorique, une plus pratique. Mais à chaque fois, dans les autres années où je présentais quelque chose de plus technique qui avait rapport au test, ces questions-là venaient. Fait que c'est comme une réponse, d'après moi, à essayer d'expliquer ces concepts-là. On n'a qu'une heure et c'est quelque chose qui pourrait prendre 3, 4, 5 heures à expliquer. Mon objectif est plus de faire un survol et peut-être vous dire où sont les pièges. Je vais vous présenter des modèles, juste faire attention au fait que, évidemment, ces modèles-là ont plus de détails que ce que je vais présenter en quelques minutes. OK? Mais je veux surtout que vous essayiez de sortir avec c'est quoi l'état d'esprit pour éviter d'avoir un problème de maintenabilité avec ces tests. Parfait. Alors, on va commencer. On va faire un petit sondage. Qui est développeur dans la salle? Je cherche un peu. OK. Assurance qualité. Gestionnaire. Hôte. OK. Ouais, pas de problème. OK. Parfait. Alors, donc, maintenant que je sais c'est quoi un peu le type de personne qu'il y a dans la salle, on va commencer. C'est quoi le principal problème qu'on a d'habitude avec les tests automatisés? Est-ce que quelqu'un qui a une idée? Oui? Des données. OK, ensuite? Ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. OK, ça, c'est pas le sujet aujourd'hui. Oui, OK, ensuite? Ils sont tout le temps pétés. Ils sont tout le temps pétés. OK, exactement. Ça va être notre sujet pour la journée. J'aurais pu choisir 56 000 raisons pour lesquelles on a de la misère à maintenir nos tests. Mais la raison qu'on va creuser aujourd'hui, c'est le syndrome qu'on appelle la fragilité des tests. OK, alors vous pouvez chercher ça sur Internet, je n'ai pas inventé le mot. Alors, le Fragile Testing Problem. C'est quoi le problème fragilité? Hein? J'ai un peu de misère à écrire. Donc, le problème de fragilité, c'est le syndrome suivant. J'ai 5000 tests, c'est pas un chiffre aléatoire. Je dirais que beaucoup de clients qui ont des problèmes de maintenabilité de tests, c'est les chiffres qu'ils ont, 3000, 5000 tests, et ils sont tout le temps pétés. Puis le syndrome est le suivant. Je fais un changement quelque part dans le code, puis mes tests que j'ai supposément écrits pour avoir un super retour sur investissement, puis qui sont supposés m'aider à faire du code super propre, bien finalement, ils ont l'effet inverse. Parce que je fais un changement quelque part dans le code, puis bang! Il y en a 500 qui sont pétés. Puis c'est pas vraiment parce que le test a échoué, c'est généralement parce que le test en question n'arrive plus à s'exécuter. Et tout est une question de portée du test, ça qu'on va voir tout à l'heure, OK? C'est un phénomène qui est connu, pas depuis les tout débuts. Quand on a commencé à faire Extreme Programming à l'époque, on ne voyait pas très bien ça. On se disait qu'on allait faire des tests unitaires. Après ça, on s'est dit qu'on allait faire des tests, on pourrait automatiser des tests d'acceptation, parce que c'était beau de faire un super produit, mais c'était pas le bon produit, tu sais. Fait qu'on s'est dit qu'on allait commencer à faire des tests d'acceptation. Puis finalement, ben, on s'est dit on va les faire end-to-end. Puis là, on s'est rendu compte que, wow, il y a un défaut avec ça. Je vais vous revenir avec l'historique plus tard. Mais c'est ça qu'on va traiter aujourd'hui. Fait que je vais commencer. Fait que j'ai deux objectifs. Mon premier, c'est de vous parler de la fragilité de test. Puis le deuxième, c'est d'essayer de faire en sorte d'augmenter votre retour sur investissement de vos tests. Je ne tente pas particulièrement le test unitaire aujourd'hui. On parle de tout ce qui est automatisé comme test. Alors, c'est parti. Première chose, cadran de test. Alors, je vais utiliser une version un peu modifiée, mais vous pouvez lire ce cadran-là, pour ceux qui veulent les références, dans les livres Agile Testing et More Agile Testing. OK? Il y avait de la suite d'incidés quand ils ont nommé le deuxième livre. Donc, la première chose que je veux vous montrer, c'est le cadran des tests. Le cadran des tests fonctionne comme ceci. Quand vous êtes vers le bas, vous êtes en train d'écrire des tests dont le langage de destination et le public destiné est technologique. OK? Donc en bas, ce qu'on va avoir, c'est techno, c'est technologique. Et par opposition, plus on est vers le haut, plus on est en fait dans quelque chose qui s'adresse à la business, donc dans un langage d'affaires, mais qui est surtout écrit en pensant au côté business de ce que je veux tester. Ensuite de ça, sur l'autre axe, à gauche, on va avoir les tests dont l'objectif est de guider, et j'adore ce mot-là, guider le développement. Pas faire du contrôle de la qualité, là. Guider le développement.
Donc, ça me propulse pour développer mon stock. Puis là, ensuite de ça, bien là, vous comprenez que c'est des axes. Donc, vous pouvez avoir quelque chose qui guide le développement technologique. Vous pouvez avoir quelque chose qui guide le développement, mais d'un point de vue affaires. Et finalement, de l'autre côté du cadran, ce qu'on va avoir, ce sont des tests dont l'objectif va être de critiquer le produit. Puis le mot-clé ici, c'est « produit ». Okay? Donc, on veut critiquer si ce produit-là fait du sens, etc. Fait que là, on va détailler ça un peu. On va commencer par le cadran qu'on a ici en bas à gauche. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qu'on pourrait bien retrouver dans ce cadran-là? C'est technologique, ça guide le développement. Oui? Tester si une fonctionnalité existe? Ça pourrait, mais généralement, on le place dans le cadran du haut. Un test unitaire. C'est généralement la première chose qui vient en tête. Donc, un test unitaire, ça teste le code, donc ça teste la partie technologique, puis ça guide clairement le développement. Si quelqu'un a déjà entendu parler de TDD, c'est pas mal l'idée. Hein? Donc, parfait. On va avoir d'autres types de tests là-dedans qui sont technologiques, qui vont tellement dépendre aussi de la techno. Là. Okay? Donc, tout ce que vous voulez tester pour être sûr que technologiquement, c'est attaché ensemble, que ça fonctionne, que le code produit les bonnes choses, que technologiquement ça se tient, ça va aller dans ce cadran-là. Donc, on va avoir test unitaire dans ce cadran-là. Super. Qu'est-ce qu'on devrait avoir, d'après vous, dans le cadran ici à droite? Oui? Test de performance. Oui, on va avoir, par exemple, ici, tout ce qui est performance. C'est une grosse catégorie. Hein? Je vais rentrer à l'intérieur, stress, charge, peu importe. Là, okay? Tout ce qui a rapport à la performance va aller là. OK, ensuite, qu'est-ce qu'on aurait là-dedans? Sécurité. Oui, tout à fait. Donc, encore une fois, c'est un groupement assez gros de sortes de tests, un ensemble de tests, mais c'est clairement pour critiquer le produit. Tu sais, c'est rare que tu écris ton test pour la sécurité que tu dis « Hey, ça va m'aider pour guider mon développement ». Généralement, ça s'assure que le produit fait du sens d'un point de vue non fonctionnel, donc non business. On va avoir dans ce cadran-là, en bas à droite, les caractéristiques qualité, mais qui ne sont pas d'un point de vue de la valeur brute. Okay? C'est ça qui va aller là. En anglais, ils vont dire les entities, parce que les caractéristiques vont avoir tendance à finir par ET ou quelque chose comme ça. Okay? Donc, security, etc. C'est des caractéristiques. Bon, c'est pas ce qui va nous intéresser le plus aujourd'hui. On va aller regarder le cadran en haut à gauche. Puis là, c'est à mon avis plus intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir en haut à gauche? End-to-end ne figure pas sur ce cadran, mais j'y reviens. C'est ça mon point. La raison pour laquelle j'explique le cadran, c'est exactement pour ça. On y revient. Qu'est-ce qu'on aurait là-dedans? Donc, on est guide le développement, mais d'un point de vue affaires. Bon, alors, il y a plusieurs façons de le nommer. Traditionnellement, on a tendance à appeler ça des tests d'acceptation. OK? Mais j'aime moins le mot acceptation de nos jours, tout simplement parce que les gens confondent le mot acceptance test avec user acceptance test, qui ne sont pas les mêmes tests. Okay? J'aime bien ceux qui appellent ça des story tests, parce que le but, en fait, c'est de valider que les critères de la user story ou de la feature que vous êtes en train de développer sont rencontrés. Donc, c'est une story test. Ceux qui font du BDD, des fois, on appelle ça des example tests, scenario-based tests, peu importe. Ça va aller dans ce cadran-là. Certaines personnes vont appeler ça des tests fonctionnels. Mon seul problème avec le mot test fonctionnel, quand je vais chez des clients, j'abolis ce mot-là. Parce que le problème du mot test fonctionnel, c'est que chaque personne dans chaque compagnie a sa propre définition. Puis ça pose problème. OK? Donc, mais c'est pas un mot mauvais en soi, c'est juste que c'est difficile point de vue définition de moi je pense ci, puis l'autre pense ça. OK? L'objectif de ce cadran-là, normalement, c'est imaginer que vous avez une user story ou une feature, là, ça n'a pas trop d'importance. Une user story, normalement, est supposée être composée d'une carte, OK, c'est correct, et de critères d'acceptation, n'est-ce pas? Hein? Oui? OK. C'est pas rare qu'on voit une user story, pas de critères d'acceptation. Vous appelez peut-être ça des conditions de succès, là, c'est à peu près la même chose. Donc, on va avoir une liste de critères d'acceptation qui sont supposés baliser c'est quoi le scope du problème à résoudre. Normalement, c'est ça une user story. Puis mon but, quand je suis dans le carré vert, en haut à gauche, ça va être de venir m'assurer que ce que je suis en train de produire actuellement rencontre ces critères-là, normalement. Notamment, hein, il pourra y avoir d'autres choses, mais va notamment s'assurer que tout ça, c'est vrai. Puis
Puis si c'est vrai et que ma définition de terminée, c'est que vous êtes plus en mode Scrum, normalement, ça veut dire que j'ai le premier done qui va venir là. OK? C'est le but des tests qui sont en vert. En gros, là, si je vous résume ça, en haut à gauche, je guide le développement parce qu'en gros, c'est j'ai une forme de définition de mon problème. Il y en a qui vont appeler ça un requirement, là, mais j'ai quelque chose. Puis je veux m'assurer que ce que je produis correspond aux critères. Mais je ne me suis pas demandé si les critères étaient bons. Je me suis juste assuré que moi, je réponds aux critères. C'est l'objectif du cadran en haut à gauche. Versus le cadran, puis on va s'en aller ici en haut à droite. Alors, ce cadran-ci a ceci de particulier, qu'il vise à s'assurer que la fameuse user story, est-ce qu'elle met un sourire d'en face de quelqu'un? C'est-tu la bonne user story? Puis ça, c'est une affaire qui, malheureusement, même si je me gruge un peu de temps sur la fragilité des tests où je veux venir, là, je vais quand même parler un peu du cadran-là, parce que dans la communauté agile, c'est clairement là qu'il y a beaucoup de nouvelles choses dans les dernières années. C'est là que des compagnies comme Instagram et compagnie vont aller se distinguer vraiment beaucoup. C'est là qu'il y a toute la partie expérience de l'utilisateur, quoique ça touche un peu la partie verte, mais on veut explorer. La partie orange va avoir une catégorie de tests exploratoires dans laquelle je veux consciemment explorer mon produit. Ça ne guide pas directement le développement. Ce qui va souvent sortir du carré orange, ça va être des nouvelles stories. Ça peut être, ouais, ça finalement, tu sais, les utilisateurs n'ont pas aimé tant ça que ça. N'oubliez jamais qu'à chaque fois que vous faites une user story, c'est juste une hypothèse. Vous avez l'hypothèse que ceci va plaire à quelqu'un et va produire de la valeur. Et tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas quelqu'un qui a utilisé la user story, vous ne le savez pas. C'est une hypothèse. Alors, le carré orange va aller explorer ça. Alors, vous allez avoir test exploratoire. Vous allez avoir des user acceptance tests, parce que dans user acceptance test, il y a le mot user. Ça veut donc dire que normalement, il est fait par un vrai utilisateur. Hein? Vous allez avoir là-dedans aussi des tests de flow de travail. Alors, par exemple, vous voulez peut-être faire des tests du style je vais regarder comment un utilisateur réel de ma plateforme va utiliser mon produit. Ensuite de ça, je vais aller regarder qu'est-ce qu'il fait dans sa journée, puis je vais simuler ça. Donc, je vais faire un test pour m'assurer qu'au quotidien, quand il va utiliser mon produit, bien, ça va y faire quelque chose, ça va y faire une expérience incroyable. Okay? C'est ça que j'essaye. Si c'est plus une entreprise plus basée sur des processus, on va regarder c'est quoi son processus de travail, on va s'assurer que ça fait du sens pour lui. Alors, c'est l'espèce de cadran du sourire, là, finalement, c'est ça qu'on veut ici. Et ce qui va sortir de là, c'est plus les nouvelles user stories, en fait. Alors que dans la partie verte, c'est pas tellement une nouvelle user story, c'est comme, c'est pas, la story n'est pas terminée, donc il y a une différence entre les deux. Je résume ça très grossièrement, mais je pense que c'est utile de voir les 4 cadrans. Là, évidemment, en fonction du produit que vous faites, vous n'aurez pas la même quantité de tests dans chacun des cadrans, mais vous devriez au moins avoir fait le tour pour être sûr que vous avez fait ce que vous devez faire pour votre produit dans chacun de ceux-là. Mais c'est sûr que si vous êtes une entreprise de télécom ou que vous êtes une compagnie qui fait un produit mobile dans le App Store, vous n'aurez pas exactement la même répartition. Ça va de soi. OK? Mais vous devriez considérer ça. Puis là, pourquoi est-ce que je viens de vous parler de ça? Parce que, oui, il y a une chose que je dois rajouter, c'est vrai. Ce que je ne vous ai pas encore dit, que je réservais pour la fin, c'est quel est ce fameux classement. Parce que ce qui m'intéresse, puis aujourd'hui, je vais vous présenter 2 classifications de tests. Il y en existe des tonnes. Il y a plein de façons de classifier un test. Là, on va mettre quelque chose de clair. Quand vous voulez classifier quelque chose, mettons que vous allez à l'épicerie et vous voyez une banane. OK? La banane, c'est un fruit. Bon, d'accord? Ouais. Et là, ben, elle est mûre, fait qu'elle est jaune. Tout le monde est d'accord aussi qu'une banane, ça peut être jaune? Il n'y a personne qui veut s'assiner pour dire que la banane, c'est pas un fruit, c'est jaune? Non? Good! Parce que ce qui se passe, en fait, c'est que vous avez un élément que vous êtes en train de regarder, vous pouvez le classifier. Mais tu peux le classifier en fonction de sa couleur, ou tu peux le classifier en fonction de son type d'élément. Les deux sont valides. Ici, je suis en train de vous présenter un modèle dont la classification est en fonction de sa raison d'échouer. C'est le type de test. C'est pourquoi j'ai écrit le test. J'ai écrit un test de sécurité. Évidemment, c'est un groupement qui est haut niveau, là. Mais j'ai écrit un test de sécurité. C'est quoi sa raison d'échouer? Parce que ce problème de sécurité-là
est présent dans le logiciel, donc ça fait échouer le test. Un test d'acceptation, par exemple, un story test, c'est que le critère d'acceptation de la user story n'est pas rencontré. C'est la raison d'échec de ce test-là. Mais là, tantôt, on va voir une autre classification. Vous pourriez, je ne l'utiliserai pas, mais vous pourriez classer aussi en fonction, par exemple, de sa visibilité, donc boîte noire, boîte blanche, etc. Moi, aujourd'hui, pour mon propos, ça ne m'intéresse pas, mais c'est une classification qui est valable. Fait que là, on va changer de classification. On va s'en aller sur la classification en fonction de son degré d'intégration. Fait que je vais l'écrire ici. J'ai regardé en premier c'est quoi sa raison d'échec, mais je n'ai pas voulu encore caractériser à quel point j'ai intégré du stock pour réaliser le test. Quand quelqu'un a dit tout à l'heure end-to-end test ou test bout en bout, c'est beaucoup plus cette classification-là. C'est pas la classification. Le test n'échoue pas à cause de la quantité de composantes. Il peut échouer à cause de l'intégration, mais pas à cause de la quantité. Donc ici, on va essayer de s'intéresser à la place à combien j'ai intégré de stock. Puis intégrer du stock, ça peut être intégrer de plus en plus de lignes de code, jusqu'à de plus en plus de services, jusqu'à de plus en plus de produits ensemble. Okay? C'est un dégradé. Puis je vais vous présenter une façon une nomenclature à partir d'une pyramide. Il y a plusieurs façons, quand vous regardez dans la littérature, d'aller nommer les différents niveaux dans la pyramide. Je vais adopter celle qui est présentée dans le livre All Google Test Software. Parce qu'il y a quelque chose que je ne sais pas, je n'ai pas travaillé chez Google, j'ai aucune idée pourquoi ils ont fait ça, mais je m'imagine qu'ils se sont dit, tiens, tout le monde a son propre vocabulaire, fait qu'on va régler le problème, on va en mettre un vraiment simple. En tout cas, c'est l'avantage que je trouve à cette nomenclature-là. Alors, dans le livre, Google va dire qu'il y a 3 grandes catégories de tests. En fait, eux, ils en ont 4, mais ça nous intéressera moins ici. Small, Medium, Large. Nice, pas cool. Bon, la version d'origine de la pyramide, c'était plutôt une tasse service bout en bout, là. OK? Mais cette 1, je trouve que la nomenclature utilisée est confondante par rapport à ce qu'on a utilisé précédemment dans le cadran, alors que c'est pas le même mot sert à pour 2 raisons, fait que c'est confondant. Et deuxièmement, tout le monde est mêlé avec ce que veut dire un service, parce qu'avec l'émergence des web services et des microservices, tout le monde figure pas là. Ça ne voulait pas dire forcément juste des calls d'API SOAP. Fait que, on va utiliser small, medium, large. Puis ce que j'aime particulièrement de cette nomenclature-là, c'est que c'est clair que ça définit un niveau d'intégration. Ça évite de s'ostiner en se disant « Hey, c'est pas un test d'acceptation, c'est un test unitaire, c'est un... » Non, c'est un test d'acceptation médium. C'est plus facile, me semble. Okay? Mais là, vous vous demandez c'est quoi un small, c'est quoi un medium, c'est quoi un large. Mais la première chose que je vais vous dire, c'est pas extrêmement important parce que c'est un dégradé. Okay? Donc, la pyramide, tu as des grands small puis des petits small. Okay? C'est un dégradé. Mais je vais vous fournir un guideline quand même. Alors, on va se dire que pour se qualifier pour un small, ça doit être plus petite qu'une composante intégrée. Là, vous allez dire, c'est quoi une composante? Bien, ça dépend de votre architecture. Okay? Si vous avez des vrais microservices, peut-être que c'est un microservice. Si vous avez un gros monolithe, j'ose espérer que la composante, c'est pas le monolithe. Okay? Donc, il faut trouver de quoi dans le milieu de ça. C'est un groupement logique qui a habituellement une certaine peau. Fait que c'est ce que je vais utiliser pour vous l'expliquer. Imaginez que vous avez une composante qui est un groupement logique. Elle va avoir une peau. Si c'est un service assez indépendant, la peau ici va être quelque chose comme un API, par exemple REST, ou quelque chose comme ça. Puis à l'autre bout de la peau, ben, ça pourrait être la communication avec la base de données ou encore avec un autre service extérieur. OK? Fait que j'ai une peau. Et puis, si vous voulez vous qualifier pour être... Je vais essayer de changer de couleur. Là, je n'ai pas utilisé. Mettons, je prends ça. OK. Donc, si je prends un small, ça veut donc dire que je n'ai pas le droit de franchir la peau de la composante. Donc, je vais rester à l'intérieur. Donc, ça peut être une classe isolée complètement, qui est un petit spot comme ça. Mais le plus grand small vous pourriez faire dans cette définition-là, puis je vous rappelle que vous pourriez avoir votre propre définition de où est la tranche entre les deux. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de dire, j'ai pas le droit de franchir la peau de ma composante. OK? Ensuite, on va passer au médium. Donc là, médium,
on va se dire pour nous aujourd'hui que c'est égal à une composante maximum. Ça veut dire en gros que je n'aurai pas le droit de franchir la peau de ma composante plus qu'une fois. Donc, dans cette définition-là, je vais me dire un appel de l'API mais qui n'exécute pas jusqu'au bout ici, c'est un médium. Un test qui appellerait directement une implémentation d'un pattern repository, par exemple, vers la BD pour être un médium, et qui sort vers la vraie base de données, serait médium. Puis le plus grand que je pourrais faire médium devrait s'arrêter ici, parce que ce que je regarde dans ma définition, c'est ici, j'ai franchi une fois la peau, une fois, donc je ne peux pas la franchir une deuxième fois. Puis finalement, on va venir regarder le large, où là, c'est évidemment plus grand qu'une composante. Puis je pourrais avoir un appel qui viendrait faire ceci, passer dans BD, appeler l'autre web service, et revenir. C'est difficile de faire plus large que ça, mettons. Okay? Parce que tout est intégré. Dans ce cas-ci, j'ai franchi la peau de la composante plusieurs fois. C'est ça l'idée en gros. Comme je vous dis, il pourrait y avoir une autre définition, mais c'est une définition intéressante, mettons. Voilà. Puis là, ce qui est important de comprendre, c'est que cette définition-là, ce classement-là est important du degré d'intégration, ce qui n'a pas de lien direct avec l'autre classification du cadran. Puis l'erreur, d'habitude, très fréquente quand on automatise des tests, c'est de faire une adéquation entre les deux catégories. Donc, ça va être de se dire, un test qui est dans le vert, là, qui est business, qui est un critère d'acceptation, il est forcément end-to-end. Et c'est là que le trouble va commencer. De un, vous allez faire l'autre gaffe en automatisation de tests, c'est de dire « Hey, je veux commencer à automatiser mes tests, j'ai plein de tests manuels. » La première chose qui vient à l'idée, c'est « Hey, on va prendre les tests manuels et on va les automatiser tels quels. » Mauvaise idée. Ça va mal finir. Parce que les bonnes pratiques de tests manuels ne sont pas les mêmes que les bonnes pratiques d'automatisation de tests. Ce qui vous guette quand vous automatisez des tests, c'est le fait qu'il est possible que la moindre petite chose qui change empêche le test de s'exécuter. Un humain est plus résistant à ça. Mais un humain, son défaut, c'est qu'il est extrêmement lent. Donc, tant qu'à être dans un formulaire, là, vous êtes sur une page web, là, vous allez vous dire, hey, tant qu'à être là, on va tout tester les validations en même temps. Dans un test automatique, vous n'avez pas intérêt à tester 10 000 affaires en même temps. Vous avez intérêt à tester une chose, puis faire plusieurs tests à la place. Parce qu'il peut rouler de manière rapide, surtout si on n'a pas tout fait de bout en bout. OK? Je vais revenir là-dessus. Donc ici, en résumé, le small, puis ça je vais insister là-dessus parce que ça revient souvent. Si j'ai un test qui est petit, ça veut dire qu'il n'y a pas de BD, il n'y a pas de UI. Un API REST, by the way, c'est un UI. Okay? Il n'y a pas de fichier. En fait, il n'y a pas de techno. C'est ça l'idée. Là, vous allez dire, ouais, mais je ne suis pas capable de faire ces tests-là. La prochaine question va être, pourquoi? D'habitude, la réponse va être, parce que mon architecture ne me le permet pas. Oui, c'est sûr. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que c'est si important de comprendre cette pyramide-là? Petite leçon d'histoire, OK? Au début, on faisait beaucoup de tests unitaires et on pensait qu'on allait changer le monde. Quand j'ai commencé à faire le lecture programming, là, on pensait vraiment qu'on révolutionnerait le monde avec les tests unitaires. Puis je pense qu'on a révolutionné la manière de coder, en fait, grâce aux tests unitaires. Mais on n'est pas allé chercher le fait de, oui, mais les critères d'acceptation, est-ce que c'est ça que le client veut? On n'a pas regardé ça avec les tests unitaires. Puis là, on s'est mis à dire, OK, on va essayer de faire des tests d'acceptation, puis on va même faire de l'acceptance test driven development. Puis là, on s'est dit, OK, cool, la réaction naturelle va être de se dire, je vais les faire bout en bout, ces tests-là, ça va être cool. Puis d'ailleurs, si vous lisez des livres qui ont marqué un peu l'histoire comme Growing Object Oriented Software Guided by Test, by the way, tantôt, je vais vous donner un lien avec toutes les références. OK? Mais dans ce genre de livre, qui est comme le summum de l'école de TDD londonienne, là, vous allez voir que le livre a été publié vers 2008-2009, puis à ce moment-là, il y a une adéquation qui est faite directement entre la première chose que tu devrais faire, c'est débuter par un test d'acceptation, puis ils font immédiatement le lien avec end-to-end test. On a tous, je pense, cru que ça serait une bonne idée, jusqu'à temps, Mike Cohn, by the way, dans les mêmes années, a commencé à publier la première pyramide, là, vers 2008, puis Martin Fowler a cloué l'affaire vers 2012, quand Topworth commençait à dire la pyramide de test, si vous ne respectez pas ça, vous êtes fait. On a des tonnes de clients dans le monde qui se pètent la gueule avec ça. Puis je peux vous dire que c'est pas juste en Inde, au Brésil, aux États-Unis.
Malheureusement, j'ai une vaste majorité de mes clients qui actuellement, leur principale complainte, c'est « j'ai plein de tests, ils sont tout le temps pétés, ils sont pas maintenables ». Je pourrais vous raconter des tonnes d'histoires d'équipes dont il y a une personne par jour qui est la personne de garde pour réparer les tests qui a pété dans le build de la nuit. J'en ai des tonnes. Je peux même vous dire par expérience, vous pouvez ne pas être d'une moyenne, OK? Mais en moyenne, si vous commencez à vous dire « Hey, j'ai plein de tests unitaires, je vais prendre mes tests d'acceptation, je vais les automatiser, je vais les faire bout en bout avec Selenium, bon outil, by the way, ou n'importe quel autre outil, le tool n'est pas le problème ici. C'est la répartition qui est le problème. » Bien, d'habitude, ça prend 2 à 3 mois. Après 2-3 mois, ben, tu commences à t'étouffer dans les tests. Là, l'équipe de QA commence à doubler, tripler, quadrupler. Mais c'est un problème qui est connu quand même depuis 2008-2012. On a gardé tout le concept d'Acceptance Test Driven Development. J'avais fait une présentation l'année dernière là-dessus. Donc, on a gardé ce principe-là, mais on a commencé à se dire, OK, mais il faut une meilleure répartition. Puis là, si vous voulez des chiffres, je peux vous en fournir. Alors, si vous ne savez pas par où partir, vous devriez, par défaut, on recommande d'habitude, vous prenez l'ensemble de tous vos tests automatisés. Je tiens à le dire, là, parce que des fois, les équipes disent « Ouais, mais j'ai calculé mon pourcentage sur les équipes de développement. » Non, tous les tests automatisés là, qui sont sur un produit, et vous devriez avoir quelque chose comme 70 20 et 10 Certaines entreprises, dans certaines équipes, si vous lisez le livre de Google, vont vous dire qu'ils ont même des mécanismes en place pour faire en sorte que si tu fais passer le 20 à 21, tu ne peux pas faire de commit. Parce que sinon, tu es fait. Tu vas avoir un problème quand tu roules des centaines de millions de tests par jour. Tu ne peux juste pas te permettre que la majorité soit des tests bout en bout. Je n'ai pas dit de ne pas en faire des tests bout en bout. Hein? Ce n'est pas mon message. Mon message, c'est la pyramide donne des pourcentages pour ça. Puis, le fait de ne pas respecter la pyramide porte même un nom, OK? On appelle ça le Ice Cream Cone of Test. Vous pouvez chercher ça sur Google, OK? C'est le fait d'avoir plein de tests larges automatisés, tout le temps pétés, puis ben, il y a un test unitaire accidentel, puisque c'est une classe utile avec une méthode statique appelée pas BD. Puis c'est anecdotique, OK? Et on voit de plus en plus maintenant, il y a de plus en plus de tests unitaires qui sont faits, fait qu'on a plus tendance maintenant à avoir le rectangle. C'est comme on n'a pas la pyramide, on a plein de tests unitaires, puis on a les autres tests. Mais il n'y a pas de relation entre les deux. OK, maintenant qu'on a dit ça, c'est quoi les avantages de faire ça? La première chose, je vais changer d'écran, plus vous réussissez à descendre un test bas dans la pyramide, plus vous allez augmenter le retour sur investissement de ce test-là. Notez par contre que je ne suis pas en train de vous dire que plus vous le descendez, plus c'est facile. Je suis en train de vous dire que plus vous le descendez, plus vous avez un retour sur investissement. Grosse nuance. Ça se peut que vos équipes ne soient pas encore capables de faire ça. Ça prend une architecture en particulier pour être capable de le faire, donc ça met de la pression sur l'architecture. Ça fait en sorte qu'il faut travailler, si vous lisez dans Agile Testing, le chapitre sur Whole Team, donc il faut travailler tout le monde ensemble. Fait que là, si vous avez une équipe de QA et une équipe de dev qui ne se parlent pas, ça va être bien difficile de respecter la pyramide, etc. Fait que je ne dis pas que c'est facile. Je dis, votre retour sur investissement va être augmenté. Et c'est quoi le retour sur investissement que vous allez réussir à augmenter? La première chose, premier point, plus vous êtes bas dans la pyramide, plus le test roule vite. Hein? Les plus petits, il n'y a pas de technologie, ça roule comme ça, on parle de millisecondes. Le test bout en bout avec la vraie BD puis via l'UI dans Selenium, ben c'est forcément plus lent. Okay? Donc, il roule vite. La deuxième chose, c'est qu'il s'écrit plus vite. C'est beaucoup plus rapide d'écrire un test unitaire, en quelque part dans le code, un petit small test, que d'écrire un gros test pour lequel ben, je pilote le UI, puis là, il faut que je trouve des trucs, puis là, il faut que je bypasse la validation, il faut que je sache ce qu'il faut mettre, etc. Okay? Puis la troisième chose, est-ce que quelqu'un qui figure, c'est quoi? Brise moins, exactement. Donc, il est moins fragile. Il brise beaucoup moins. Puis, ce qui vient avec, c'est que quand il va briser, il va identifier clairement l'erreur. Parce que le problème des gros tests, là, qui sont bout en bout, c'est que quand il échoue, bien là, le problème peut être n'importe où dans le trajet, en fait. Fait que là, c'est comme l'opération chercher une aiguille dans une botte de foin. Là. Puis, en passant, là, les microservices, c'est bien en mode, actuellement. Si vous pensez que vous allez faire des tests bout en bout avec des milliers de microservices, là, je vous souhaite vraiment bonne chance pour trouver où est le problème. Okay?
oui, ça prend du monitoring, ça prend, faut mettre un correlation ID dès le départ, etc. Il y a des moyens, mais c'est lourd, c'est fastidieux pour tester ça. Alors forcément, ben, plus le test est petit, plus il cible l'endroit où est le problème, donc c'est plus facile de résoudre le problème. Mais c'est pas tout. Vous allez aussi avoir le fait que j'ai écrit que son exécution est plus rapide, mais vous pouvez l'écrire plus tôt. Il y a une différence entre écrire plus tôt puis l'écrire vite. Donc, il y a écrire rapidement, mais il y a aussi que comme je n'ai pas besoin d'avoir la stack complète pour l'écrire, bien, je peux l'écrire beaucoup plus tôt. C'est quoi la première chose qui nous intéresse en agilité? Feedback rapide. Donc, je réduis ma source de feedback. Plus j'ai réussi à faire ça, plus je peux m'en aller vers quelque chose comme intégration vraiment continue, continuous deployment, parce que je peux m'appuyer sur la base et non pas sur le top de ma pyramide pour être capable de le faire. C'est très difficile en passant de faire du vrai continuous deployment pour vrai, là, réel, là. Genre quelques lignes de code marche sont mergées puis ça part en prod, là. Si vous n'avez pas une pyramide de tests respectée, ça va venir avec. Puis le dernier avantage que je veux vraiment souligner, c'est que ça va mettre une pression sur le design. Quand on fait des tests bout en bout, ça ne met aucune pression sur la manière dont le code a été écrit. Vous pouvez écrire le pire code spaghetti pas maintenable, mettre le code SQL dans le code behind quand la requête arrive, là, ça ne mettra pas de pression. Mais si vous essayez de respecter la pyramide, vous allez être obligé de faire du code modulaire. Et quand vous faites du code modulaire, vous avez un gain de maintenabilité en dehors du test. Donc, ça met de la pression sur le design. C'est un avantage non négligeable, surtout pour quelqu'un comme moi qui fait du TD depuis longtemps. La première valeur qu'on trouve quand on fait du TD depuis longtemps, d'habitude, c'est pas que ça teste. C'est que ça me fournit une boucle de rétroaction sur mon code et mon design. Au lieu d'avoir ma boucle de rétroaction 3 mois plus tard, quand je me rends compte que mon architecture n'est pas flexible, le test, je ne suis pas capable de respecter la pyramide, ça me dit que mon architecture n'est pas flexible. Ça veut dire que plus tard, quand je vais avoir des variantes de mes features, ça ne sera pas plus flexible. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que ma base de données est directement bindée, directement couplée, par exemple, avec mon code. Je ne peux pas la changer. Fait que quand on va avoir une obsolescence technologique, on va voir changer la technologie, bien, mon code n'est pas capable de changer parce que ce n'est pas un plugin. Mais vous n'aurez pas réussi à respecter la pyramide si votre base de données n'est pas un plugin à votre domaine layer. Fait qu'il y a une corrélation directe avec la maintenabilité et l'architecture logicielle. Bon. Alors maintenant, vous voulez un exemple, j'imagine. Bon, je ne coderai pas, là, ça serait trop long, je vais passer le temps. Mais je vais vous faire ça, je vais essayer de vous schématiser l'exemple. Imaginez là, que quelqu'un a une super idée de produit. Et ce qu'il veut, c'est faire une application qui vend des billets. Mettons de spectacle, c'est pas bon. Puis, la manière ça marche, c'est que tu remplis un formulaire où ça dit « Je veux un billet ». Puis là, tu fais « Suivant ». Et là, il y a un algorithme. Hein? Fait que là, l'algorithme va commencer à dire quelque chose du genre ben si, mettons que ça c'est n, on va se mettre une variable là. Si n est plus grand et plus petit que 10% des stocks, alors je sais pas trop quoi. Si cela, fait que là, il y a plein de règles d'affaires là-dedans, là. Puis il y en a une dernière, parce qu'il y a quelqu'un de marketing qui s'est mêlé de l'affaire, qui s'est dit « Hey, ça va être full cool, on va faire plus d'argent si on fait quelque chose de genre, mettons qu'à la fin, le n est égal à ce que tu vas obtenir, OK? Fait que c'est comme je peux toutes tes données, tes billets. C'est pas cool parce qu'il ne reviendra pas sur mon site. Fait qu'on va toujours retourner comme n-1, tu sais. Juste pour être capable de dire, hey, finalement, il y a un autre qui revienne sur le site en envoyant un beau courriel. Bon, c'est cool, hein? Bon. Alors là, finalement, tout ça va se produire, puis à la fin, je vais avoir un écran dans lequel ça va me dire bravo, vous avez eu un billet. Parfait. Fait que ça, c'est le produit qu'on est en train de développer. Puis là, en arrière de ça, parce que là, on ne veut pas rajouter trop de complexité pour mon pauvre exemple que je dois faire en quelque chose comme 15 minutes. Donc, on ne mettra pas trop de complexité, on va faire du vieux web. Tu sais, à l'époque où on faisait comme... Il y avait un formulaire, là, il n'y avait presque rien dedans, puis on faisait un post. Vous savez, après ça, on peut encore faire ça de nos jours. On n'est pas obligé d'écrire 10 000 lignes de JavaScript. Mais en tout cas, bon. Donc, ici, on va designer le back-end. Fait que là, il va y avoir un appel, puis on va mettre quand même juste un petit peu. Imaginez que cette affaire-là, ça poste sur une URL, là, mettons une commande.
Et puis, ça poste du JSON dans lequel on va mettre la quantité est égale à n. Fait que c'est bien simple, là. Il y a juste un petit bout d'affaire qui attrape la valeur, qui la met dans un JSON qui le ship du côté du backend. Pourquoi j'insiste un peu pour donner l'architecture? C'est que dans ce cas-ci, je n'ai pas de test dans le browser. Il n'y a pas de JavaScript à tester. Parce que je pourrais faire des tests unitaires dans le browser pour mon code JavaScript, mais là, j'en ai pas. OK? Ensuite, tout ça va retourner. Puis quand ça va retourner, ben, je vais retourner x, ça c'est x, est égal à combien finalement je vais avoir déterminé que tu peux avoir. Parfait. Donc, là, ça va faire bizarre là, parce que j'espère que ça ne sera pas de l'UML, ça va être du pseudo-UML. Okay? Fait que ça, là, c'est une classe ou un layer, okay? C'est comme la ressource. Fait que là, il y a quelque chose là-dedans qui attrape, pour ceux qui sont des développeurs, cette patente-là reçoit l'appel, finalement, c'est le premier layer. Puis après ça, ben, on va s'en aller, on a, mettons, une classe ici qui appelle une autre classe qui, on ne sait pas trop comment, mais en bout de ligne, va appeler une base de données. OK? Puis, ça va appeler, mettons, une autre classe ici. OK? Bon. Ça, c'est mon backend. Ça va? Oui. Ça manque d'enthousiasme. Mais c'est pas grave. On continue. OK, alors la première chose que je vais faire normalement, c'est, si, comme développeur, je vais sûrement faire une courbe de test unitaire. Ah oui, une chose à dire. Oui, la logique qui représente, la logique d'affaires de ça, c'est des règles qui sont là. Elle est codée où? Ben, elle est codée en grande partie, probablement, dans cette classe-ci. OK? Puis ici, on a probablement le use case. OK? Fait qu'il y a du code là-dedans. Normalement, comme développeur, la première chose que je fais, c'est des tests unitaires. Fait que tout ça, je vais me mettre à tester comme toutes les combinaisons de cette patente-là. Fait que ça, c'est testé. Ça, c'est testé. Ça, c'est pour moi une abstraction, fait que c'est pas testé. OK. Good. Comme je suis dans un problème extrêmement simple, dans ce cas-ci, il y a des bonnes chances que mes tests unitaires vont peut-être couvrir toutes mes règles d'affaires déjà. OK? Mais ça, dès que l'application va devenir moindrement grande, ben, la logique d'affaires va se distribuer dans plusieurs classes, ce ne sera plus vraiment le cas. OK? Fait qu'on va faire comme si. S'il y en a qui s'intéressent à cette partie-là, vous pouvez regarder la présentation que j'avais faite l'année dernière là, sur le sujet. Fait que là, j'ai mes tests unitaires. Fait que là, si on revient à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, vous avez le cadran de test. J'ai technologiquement testé que les lignes de code ont l'air bon, OK? Mais il y a une couple d'affaires qui pourraient rater. Alors, qu'est-ce qui pourrait bien ne pas marcher là-dedans? Techniquement, là, qu'est-ce qui peut pas marcher? Oui, parce que là, c'est beau, la logique est bonne, hein? Mon code est super. Le seul problème, c'est que ça se peut bien que le bouton, tu sais, c'est pas le bon événement. Fait que tu cliques sur le bouton, ça fout rien. Ça serait dommage. Hein? Ça se peut que ça ne retourne pas la bonne information, puis ça se peut que ça n'appelle pas correctement la base de données, okay? Qu'il y ait un problème là-dedans. Ça se peut que mes requêtes SQL ne soient pas bonnes, parce que mes requêtes, en fait, ils vont être ici. Fait que c'est possible que ce ne soit pas bon. Mettons qu'on prend le cas de j'ai un problème d'affichage. Alors, c'est quoi la raison d'échec de mon test? C'est parce que je n'ai pas relié correctement l'affichage, donc la vue, avec la logique en arrière. C'est ça la raison d'échec de mon test. La première chose qui vient d'habitude en tête, c'est « Hey, j'ai fait mes tests unitaires, on va faire un test bout en bout. » Mettons qu'on essaye, OK? Alors, si vous essayez ça, vous allez mettre, mettons ici, j'en veux 22. Là, vous allez setuper vos données pour avoir un... Parce que là, ça vous prend un jeu de données, évidemment, hein, parce que vous avez décidé de faire ça bout en bout. Fait que là, ça prend un jeu de données. Là, vous mettez le nombre de billets comme 3 millions. Là, fait que tu es sûr qu'il y en a en masse. Hein? Fait que là, tu vas appuyer sur le bouton. Ça va faire un appel ici. Ça va passer dans le code. Ça va sortir. Puis ça va retourner quoi? 21. Parce que la règle ici va s'appliquer. OK? Fait que là, il faut que tu saches. Je vous rappelle que la raison d'échouer, c'était quoi? C'est quoi la raison d'échec de ce test-là que je suis en train de faire? Problème d'affichage. Parce que l'affichage n'est pas correctement relié avec la logique. C'est ça que je veux tester. Mais là, je passe dans tout. La première réflexe, mettons que vous voulez faire bout en bout. OK? La première règle, c'est plus le test couvre large, donc plus il est haut dans la pyramide, moins il devrait valider des détails. Parce que vous allez avoir un problème de fragilité si vous faites ça. Donc, normalement, le réflexe naturel, d'habitude, c'est de dire « je vais m'assurer que c'est égal à 21 ». Mais peut-être que vous n'êtes pas obligé de vous assurer que c'est égal à 21, parce que ce n'est pas la valeur qui vous intéresse dans ce cas-ci, c'est est-ce que l'affichage est bon? Fait que peut-être que vous pourriez juste tester à la place, bon, on n'a pas le contexte complet, mais peut-être qu'on pourrait essayer de valider est-ce que c'est plus grand que 0 ou que c'est un chiffre ou quelque chose du genre.
Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que la journée où quelqu'un s'est rendu compte que la règle ici qui avait été mise pour faire plus de cash fait en sorte qu'on paraît mal sur Internet, parce que du monde qui se sont rendus compte de l'algorithme. Là, il y a quelqu'un qui a écrit sur Twitter qu'on était des bandits et que dans le fond, on les avait, les billets, mais on les donne pas pour qu'ils reviennent sur le site. Fait que là, on a mal paru. Fait que là, il y a quelqu'un qui a dit « Hey, enlevez-moi cette règle-là, là, dorénavant, on va les donner les billets. » Puis si tu es un VIP, par exemple, hein, mettons. Ça fait que là, je vais changer la règle ici pour mettre N. Je vais venir changer un bout de code, mettons ici, au milieu. Mon test unitaire va devoir changer. Normal, je change du code, il faut que je change le test unitaire. Ça, c'est correct. Mais, est-ce que ça change l'affichage? Non, l'affichage est encore le même. C'est toujours le même binding. C'est le même chemin. Les deux flèches en bas là, qui relient le back-end avec le front-end n'ont pas changé. Fait qu'il n'y a pas de raison que ce test-là échoue, mais il va échouer si vous avez mis 21. Parce que là, tout d'un coup, le test qui validait l'affichage connaît la règle d'affaires maintenant. Mais ce n'est pas la raison d'échec. La raison d'échec, c'était juste l'affichage. Donc, si vous mettez une assertion moins détaillée, plus proche de ce que vous voulez vraiment valider, vous allez avoir moins de fragilité. Mais vous savez quoi? Dans ce cas-ci précis, je n'ai même pas besoin de faire un test Python. Je pourrais morceler mon test. Ça, c'est l'autre apprentissage. Fragmenter ses tests. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est quelque chose du style. Je mets ici 22, j'appuie sur le bouton, je laisse l'appel se faire jusqu'à la ressource. OK? Donc, le truc dans lequel il y a le code. Et je m'assure que mon code a été appelé, donc la fonction qui est là, a été appelée avec la bonne quantité en paramètres, ou pour ceux qui sont plus techniques, là, vous avez reçu un Data Transfer Object, probablement, qui a été désérialisé. Il faut vous assurer que la quantité à l'intérieur est la bonne. Mais vous n'avez pas besoin d'exécuter le code, là, parce qu'il y a déjà un test qui teste le code. Vous voulez juste vous assurer que ça vient appeler la bonne place. Puis là, vous savez que toute cette zone-là est bonne. Après, vous avez un test unitaire qui venait partir de là pour venir s'assurer que c'était bon. C'est ce qu'on appelle boulonner les tests ensemble. Donc, un test se termine là où le prochain commence. Donc, j'ai un test qui dit, étant donné que j'écris ça dans l'écran et que j'appuie sur le bouton, alors je m'attends à ce que la fonction x, y, z soit appelée avec la bonne quantité. Puis, je vais avoir un autre test unitaire dans ce cas-ci de la ressource qui va commencer par étant donné que je reçois une quantité valide en paramètres, alors je fais ceci. Les deux tests sont un en arrière de l'autre. La condition de succès de 1 devient la prémisse du suivant. Donc à ce moment-là, vous allez boulonner les deux tests un en arrière de l'autre. Alors ça, je peux faire exactement la même chose ici et tout d'un coup, ça va se simplifier. Parce que je ne suis pas obligé de faire une assertion pour plus grand que 0. Je peux à la place, je contrôle le stuff. J'enlève la vraie logique. Je force le retour, une réponse de 22, puis je m'assure que j'ai obtenu 22. J'aurais pu mettre 343 si ça me tente, parce que la donnée, c'est moi dans le test qui la contrôle. Donc à ce moment-là, le test a bien moins de raisons d'échouer, puis en passant, j'ai plus besoin de jeu de données. En faisant ça. Puis je peux faire exactement la même stratégie ici. Pour ce qui est de la base de données, c'est un cas intéressant. La première chose qui peut briser avec la base de données, c'est que la requête SQL, mettons, je l'écris à la main, ben, elle pourrait ne pas être bonne. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une vraie BD pour faire ça? Non. Non. Je peux utiliser, il y a plein de techniques, mais une technique, mettons, qui est plus neutre technologiquement, c'est que vous pourriez avoir une base de données SQL en mémoire, parce que tout ce qui vous intéresse, c'est votre schéma. Vous mettez une base de données in memory, vous connectez ça à la place, et vous venez de tester que la requête est bonne. Mais là, peut-être, par exemple, que la connexion vers la BD ne marche pas, ou peut-être que, tu sais, Oracle, MySQL, des fois, SQL, c'est supposé être pour standard, mais des fois, ça ne l'est pas vraiment. Fait qu'on pourrait vouloir tester ça. Mais je n'ai pas besoin de tester toutes les requêtes. Je peux venir en tester une, deux, faire un CRUD, un C-CRUD complet avec la vraie BD. Je vais probablement avoir une confiance suffisante. Parce que la raison d'échec de ce test-là, c'est la connectivité ou le fait que je suis compliant, que je suis standard et que ça fonctionne. C'est pas de tester toutes les requêtes. Voyez-vous, à chaque fois, c'est ça que j'essaie de ramener. Ce test-là que vous êtes en train d'écrire, c'est quoi sa seule raison d'échouer? Ensuite, je cherche quelle est la plus petite portée pour réussir à le faire. Bon, puis après, là, dans le cadran, on peut se demander qu'est-ce qui arrive avec mes story tests et des trucs comme ça. Bien, il est très possible, puis c'est là que ça devient plus complexe. Dans le temps que j'ai, je vais regarder ça simple.
C'est possible, en fait, dans un système simple comme celui-là, que je sois capable de faire plusieurs de mes story tests seulement dans ce scope-là, parce que j'ai aucune logique du côté UI dans ce cas-ci. Je ne devrais pas avoir de logique, j'ai une bonne architecture dans le UI layer. Fait que normalement, je peux partir du use case, entre guillemets, puis aller exécuter les classes. C'est ça. Il y en a qui vont être peut-être un pour un avec l'exécutation unitaire. Ça, c'est un problème récurrent, mais qui arrive moins avec des systèmes plus complexes. Il y a des façons de faire ça. Double boucle dans TDD, ce que j'ai présenté l'année dernière, vise à faire ça, mais c'est beaucoup plus complexe. Voilà. Mais c'est pour vous dire que ce que je veux essayer de vous montrer, c'est le fait que ce que dans le cadran et ce que dans la pyramide ne sont pas directement reliés. La première chose qu'il faut casser, c'est l'idée de parce que je suis en haut à gauche, c'est médium ou c'est large. Je peux même vous trouver, parce que oui, il y a des trucs qui sont plus corrélés. La majorité des tests de performance, d'habitude, on s'entend qu'ils ne sont pas smart. Parce que d'habitude, la performance est très impactée par ta technologie. Fait que c'est comme, OK? Mais je peux vous en donner un exemple. J'ai déjà vu un cas où c'est un système dans lequel tu appelles le système, mais le problème, c'est pas la charge. Le problème, c'est qu'il y a un algorithme vraiment complexe, puis l'algorithme peut prendre 1 heure à s'exécuter. Ben, je peux faire la majorité des tests de performance seulement avec les classes dans le système qui ont l'algorithme. Parce que le bottleneck, là, c'est pas l'appel. Il y a un appel à l'heure, mais ça prend 1 heure de cruncher les affaires. Moi, je vais peut-être en faire un test qui va avoir une portée plus bout en bout pour la performance, mais je peux en écrire 40 sur l'algorithme, par exemple. Je viens de vous trouver des tests de performance smart. C'est au jugement, puis c'est contextuel. C'est ça l'idée, en fait. Vous avez juste une chose à retenir, c'est ça. Tout test, une fois que j'ai identifié sa raison d'échouer, je peux lui trouver quelque chose, une portée qui fait du sens pour elle. La dernière portion de théorie que je veux vous donner, c'est régler le problème du vocabulaire du test d'intégration. Parce que j'entends beaucoup le mot test d'intégration. Et le problème du mot test d'intégration, c'est qu'il y a 2 sens. OK? Donc, intégration peut être dans le sens de intégrer. Donc, ça veut dire, finalement, c'est une portée. On serait dans la pyramide. Ça serait tout ce qui n'est pas small, entre guillemets, là. OK? Ça peut varier, mais ça serait ça l'idée. Mais il y a une deuxième définition de test d'intégration qui serait l'objectif, sa raison d'échec. C'est un problème d'intégration. Mais remarquez que dans ce cas-ci, c'est sa raison d'échec. La seule raison d'échouer, c'est l'intégration. Pas la logique d'affaires en même temps tant qu'à y être dans cet écran-là. Sa raison d'échec, c'est que l'intégration entre les 2 composantes ne marche pas. Et pour réussir à tester ça, bien, vous avez une composante A, vous avez une composante B. Alors, je vais faire exprès en plus pour ceux, comme il y a beaucoup de développeurs dans la salle, on va tester des hexagones. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi je fais ça, vous lirez les trucs de Domain Driven Design et le livre de Sam Newman sur les microservices. Donc, vous avez la composante A et la composante B. OK? Si votre objectif, c'est de détecter un problème d'intégration entre les deux, une chose que vous pourriez faire, c'est un test qui va partir ici et qui va s'arrêter là. Donc, j'ai testé l'intégration entre A et B. Est-ce que j'ai vraiment eu besoin d'exécuter toute la logique dans A et dans B? Non. Cela dit, vous n'êtes même pas obligé de faire ça. Là. Pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez regarder du côté des Collaboration Plus Contract Tests. Vous pourriez réussir à tester des microservices sans jamais les intégrer ensemble. Mais ça, c'est un autre sujet. Okay? Mais c'est pour vous dire que déjà, j'ai utilisé la deuxième définition. Raison d'échec, problème d'intégration. Ça irait probablement dans le cadran en bas à gauche, parce que c'est une intégration technologique. Puis j'ai trouvé son scope. Dans ce cas-ci, c'est médium. Il est franchi comme juste une fois la composante qui est en train d'être observée. Puis je regarde s'il est capable de se relier avec son voisin. Voilà. Good. Alors maintenant, petit résumé peut-être. Je vous ai poussé beaucoup d'infos en 45 minutes. Alors en gros, il y a un algorithme. L'algo est le suivant. Premièrement, on trouve la raison d'échec du test. Je n'insisterai jamais assez là-dessus. On écrit souvent des tests pour écrire un test. Pourquoi tu écris ce test-là? Ben parce qu'il faut faire des tests fonctionnels. OK, mais pourquoi on écrit celui-là? Ben, parce qu'il faut passer dans ce champ-là. Et un, il risque d'être fragile. Deux, il risque de ne pas démontrer une erreur pertinente. Fait qu'il faut savoir pourquoi on écrit ce test-là. Trouver la raison d'échec. C'est pour ça que je l'écris. N'oubliez jamais que le fait que vos tests passent ne démontreront jamais l'absence d'échec. Ils vont seulement démontrer qu'il n'y a pas d'échec dans ce qui est testé.
Donc, il faut d'abord trouver pourquoi il va échouer le test et pas juste faire des tests fonctionnels pour enfants. Deuxièmement, trouver c'est quoi le plus bas niveau dans la pyramide, la plus petite portée d'intégration que je peux utiliser, mais qui démontre encore cet échec-là, évidemment. OK? Mais en gros, c'est ça l'algorithme. Ça a l'air simple. Le défaut, par contre, c'est que ça tape beaucoup sur les aspects de communication. Parce que là, la frontière entre qui écrit le test, entre l'assurance qualité, les analyses d'affaires, les développeurs, devient très floue, en fait. Il faut commencer à décider en équipe c'est quoi les scopes là, des tests. Parce qu'on ne peut pas dire « Hey, ce cadran-là, c'est toi ». Il y a des gens qui ont des compétences plus clés pour certains cadrans, c'est clair. Mais quand il vient le temps d'automatiser, il va falloir avoir une discussion probablement ensemble. C'est sûr que ça met de la pression. C'est un des défauts de la chose. Ensuite de ça, on a vu le cadran, qui est en fonction de la raison d'échec. On a vu la pyramide, qui est en fonction du degré d'intégration. Puis on a dit que les deux n'étaient pas forcément directement reliés. Il y a une corrélation, mais ce n'est pas un lien de causalité complet entre les deux. Donc, il faut se poser la question. Puis on a vu que le test d'intégration est problématique comme mot parce que il y a deux définitions possibles. Là, il faut s'entendre sur laquelle on est en train de parler, en fait. Voilà.